9h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie reconnaissent officiellement l'État de Palestine. On reviendra ce soir sur la naissance de cet État palestinien. C'était le 15 novembre 1988 à Alger. Le génocide sioniste se poursuit à Gaza depuis le 7 octobre 2023 et fait à ce jour 65 283 martyrs. 5 civils libanais dont 3 enfants tombent en martyrs dans une frappe de drone ayant visé la ville de Bint Jbeil dans le sud du Liban. L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, est arrivé ce dimanche dans les camps de réfugiés sahraouis. Il s'agit de sa 5e visite. Troisième congrès du Parti national Rifin à Bruxelles. Après des années d'oppression, le parti engage la lutte vers l'internationalisation. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Si vous venez de nous rejoindre, la Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie ont officiellement annoncé ce dimanche 21 septembre la reconnaissance de l'État de Palestine, une reconnaissance qui vient une fois de plus mettre la lumière sur la légitimité de la cause palestinienne longtemps ignorée. Sohila Kilal. Il demande qu'on augmente le son de la télévision pour pouvoir entendre de ses propres oreilles. Enfin, l'annonce de la reconnaissance de l'État palestinien par la Grande-Bretagne est là. Le sourire du chef de la commission palestinienne au Royaume-Uni, Hussam Zomlot, témoigne de la sacralité de ce moment historique tant attendu. C'est un jour historique et bien sûr ce n'est pas seulement un jour pour nous, c'est aussi un jour pour le peuple britannique. C'est pourquoi nous le qualifions d'historique simplement parce qu'il commence à corriger les injustices historiques liées au rôle direct joué par la Grande-Bretagne dans l'agonie du peuple palestinien. La reconnaissance ne concerne pas l'existence du peuple palestinien. Nous existons depuis longtemps, bien avant la déclaration Balfour. La reconnaissance vise à mettre fin au déni de l'existence du peuple palestinien, au déni de notre droit à l'autodétermination. La Grande-Bretagne, par le biais de son Premier ministre Keir Starmer, vient d'annoncer ce dimanche la reconnaissance officielle de l'État de Palestine. Une décision d'autant plus symboliquement importante dans la mesure où la Grande-Bretagne a joué un rôle majeur dans le malheur du peuple palestinien il y a plus de 70 ans. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution. Aujourd'hui, pour raviver l'espoir de paix et d'une solution à 2 États, je déclare clairement en tant que Premier ministre de ce grand pays que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l'État de Palestine. Nous avons reconnu l'État d'Israël il y a plus de 75 ans comme partie du peuple juif. Aujourd'hui, nous rejoignons plus de 150 pays qui reconnaissent également un État palestinien. C'est un gage pour les peuples palestiniens et israéliens qu'un avenir meilleur est possible. En plus de la Grande-Bretagne, d'autres pays ont eux aussi reconnu l'État de Palestine, notamment l'Australie, dont le Premier ministre Anthony Albanese a annoncé reconnaître officiellement l'État indépendant et souverain de Palestine sur son compte X, précisant que la décision prenait effet immédiatement. Dans le même communiqué, le chef du gouvernement australien a expliqué que l'Australie reconnaît les aspirations légitimes et de longue date du peuple palestinien à un État qui lui soit propre. Le Canada n'est pas en reste. Le Premier ministre Mark Carney a déclaré dans un communiqué la reconnaissance de l'État de Palestine et offre de travailler en partenariat afin de porter la promesse d'un avenir pacifique, affirmant que le Canada inscrit cette mesure dans le cadre d'un effort international concerté visant à préserver la possibilité d'une solution à 2 États. 7 autres pays ont prévu de reconnaître l'État de Palestine demain lundi à l'Assemblée générale des Nations unies. Et depuis la reconnaissance de l'État palestinien par l'Algérie le 15 novembre 1988, la cause palestinienne a parcouru du chemin. Plusieurs pays qui jusque-là ignoraient le droit fondamental de ce pays et de son peuple à exister ont finalement changé de fusil d'épaule. Ils sont désormais plus de 150 membres de l'ONU à avoir reconnu l'État palestinien. Et nous venons de le voir, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie font désormais partie de cette liste. Amala Méziane Zitouni.
La cause palestinienne connaît un tournant majeur de son histoire. Plusieurs pays se rallient en ce mois de septembre à la longue liste des pays membres de l'ONU ayant déjà reconnu l'État de Palestine. Tout a commencé à Alger mardi 15 novembre 1988 lors de la première intifada. Le dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat, proclame l'établissement de l'État de Palestine avec El-Quds pour capitale, à l'occasion de la 19e session extraordinaire du Conseil national palestinien. Quelques minutes plus tard, l'Algérie devient le premier pays à reconnaître le nouvel État. Une semaine après, quelques 40 pays, dont la Chine, l'Inde, la Turquie et presque tous les pays arabes, emboîtent le pas à l'Algérie. S'ensuivent les pays du bloc soviétique et tous les pays du continent africain, mis à part 2 d'entre eux. 22 ans plus tard, entre 2010 et 2011, d'autres pays viennent se greffer à la liste de ceux ayant reconnu l'État palestinien, dont la majorité des pays d'Amérique latine, qui, par cette reconnaissance, prennent officiellement leur distance avec les États-Unis, alliés indéfectibles de l'entité sioniste. Sous la présidence de Mahmoud Abbas, successeur de Yasser Arafat, l'autorité palestinienne instituée par les accords d'Oslo en 1993, qui devait progressivement conclure à la reconnaissance de l'État palestinien, lance une offensive diplomatique au niveau des institutions internationales. L'UNESCO ouvre la voie en admettant en octobre 2011 l'État palestinien comme membre à part entière aux grandes dames de l'occupant israélien et des États-Unis. Dont la lancée, l'État de Palestine devient en novembre 2012 État observateur aux Nations Unies, ce qui lui donne accès à des agences de l'ONU et des traités internationaux. Forts de ce statut, les Palestiniens rejoignent en 2015 la Cour pénale internationale, ce qui permet l'ouverture d'enquêtes sur des opérations militaires sionistes dans les territoires palestiniens. Depuis le début du génocide sioniste à Gaza, les velléités de reconnaître l'État de Palestine ont été ravivées. 4 pays des Caraïbes, l'Arménie, la Norvège ainsi que 3 membres de l'UE, à savoir l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie, ont franchi le pas en 2024. Ça faisait 10 ans qu'aucun pays de l'UE n'avait reconnu l'État palestinien. Le dernier en date était la Suède en 2014. D'autres États membres comme la Pologne, la Bulgarie ou la Roumanie l'avaient déjà fait en 1988, bien avant de rejoindre l'UE. Après le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada, d'autres pays devraient suivre le mouvement et reconnaître à leur tour demain 22 septembre l'État de Palestine, notamment le Portugal, Malte, Andorre, Saint-Marin ou encore le Luxembourg. La ministre palestinienne des Affaires étrangères et des expatriés, Farsen Arabekian, a déclaré ce dimanche que la Palestine est à l'aube d'une semaine importante et chargée qui verra un débat politique mondial sur la question palestinienne. Lors d'une conférence de presse tenue au siège du ministère des Affaires étrangères à Ramallah, la chef de la diplomatie palestinienne a souligné que les priorités de son gouvernement à ce stade sont de mettre fin à la guerre d'extermination et de famine, d'empêcher les déplacements forcés dans la bande de Gaza et de protéger le peuple palestinien. Elle a également affirmé que la reconnaissance d'un État palestinien est une condition préalable à la paix et non un effet secondaire. Croire qu'il peut y avoir la paix et la sécurité dans la région sans la matérialisation d'un État palestinien indépendant et la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien est une illusion. Il est clair que la reconnaissance de la Palestine est une condition préalable à la paix et non un effet secondaire. Il est nécessaire de la reconnaître pour que nous puissions faire avancer le programme de paix. La ministre palestinienne des Affaires étrangères a dénoncé le plan odieux d'apartheid du dénommé Benjamin Netanyahou qui vise à annexer plusieurs territoires palestiniens occupés et le plan E1 qu'elle considère comme une violation flagrante du droit international. Regardez. Le terrorisme des colons a atteint des niveaux sans précédent.
Selon l'OCHA, des milices de colons israéliens ont mené plus de 1000 attaques en Cisjordanie en 2025. 11 Palestiniens ont été assassinés, dont 5 directement par les colons. Les autres ont été tués par les forces d'occupation israéliennes qui soutiennent et protègent la violence des colons. Si la communauté internationale permet à ce plan odieux d'apartheid, d'annexion, de violation continue de se poursuivre sans conséquences, sans répercussions tangibles, tous ces discours sur le droit international et les droits de l'homme, l'ordre fondé sur des règles, sonneront faux. Et on continue justement à parler de ce génocide sioniste contre la bande de Gaza qui dure depuis le 7 octobre 2023. Le bilan des victimes s'est alourdi à 65 283 martyrs et 166 575 blessés. Les corps de 75 martyrs et 304 blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Les autorités sanitaires palestiniennes ont ajouté que 12 724 Palestiniens étaient tombés en martyrs et 54 534 autres ont été blessés depuis le 18 mars dernier, date de la reprise de l'agression sioniste. À noter également que 5 civils palestiniens sont tombés en martyrs et 24 autres ont été blessés durant les dernières 24 heures alors qu'ils attendaient de l'aide. Et l'entité sioniste n'épargne personne. Ce dimanche, plusieurs frappes de l'aviation sioniste ont touché l'enclave palestinienne, tuant sur le coup des dizaines de personnes. Selon des sources locales, 2 familles entières ont été décimées. Nous étions assis tranquillement vers minuit quand soudain le sol s'est effondré sur nous, s'abattant sur mes cousins et toute la famille. Le sol continuait de s'écrouler. Nous avons couru pour les sortir de là, puis ils ont commencé à tirer sur nous et nous n'avons pas pu évacuer les autres. Pendant cette frappe, nous étions chez nous cachés, puis nous avons reçu un appel nous informant que la maison de mon oncle avait été touchée, puis celle d'un autre oncle, puis d'un troisième. Nous nous sommes précipités chez mon premier oncle et avons sorti les martyrs que vous voyez ici, mais d'autres sont toujours coincés sous les décombres. Et des civils palestiniens ont inspecté les dégâts causés par une frappe sioniste nocturne qui a touché une maison dans la ville de Gaza ce dimanche. La frappe a tué 4 civils appartenant à la famille Al-Haddad alors qu'ils dormaient. La campagne de démolition intensifiée par l'occupation sioniste visant les immeubles de grande hauteur dans la ville de Gaza a commencé cette semaine parallèlement à une incursion terrestre. Le criminel de guerre Benjamin Netanyahou n'hésite pas à enterrer les civils palestiniens vivants pendant leur sommeil. À 1h du matin, j'étais au 5e étage, ils étaient au 3e. Nous avons entendu une explosion et un grand bruit. Alors nous sommes descendus et avons constaté la situation. Mes enfants dormaient ici et nous les avons trouvés sans vie. La mère, le garçon, la fille et le bébé qu'elle portait dans son ventre et nous les avons tous trouvés morts. Le mari était dans un état critique. Nous l'avons emmené à l'hôpital et sa jambe a été amputée. J'ai juré par Dieu Tout-Puissant, juré 100 fois que nous ne partirons pas vers le sud. Nous resterons ici, soit nous mourrons, soit nous vivrons sur cette terre. Et pendant que certains résistent, des centaines d'autres sont forcés de quitter Gaza vers le sud. Des familles, comme vous pouvez le voir à l'écran, transportent tout ce qu'elles possèdent, tout ce qui est possible pour elles de transporter, certaines à pied, d'autres dans des véhicules et d'autres sur des charrettes en mouvement le long de la route côtière. La semaine écoulée, une commission d'enquête de l'Union européenne, de l'ONU, a conclu que l'entité sioniste avait commis un génocide à Gaza. Les experts de l'ONU ont affirmé d'ailleurs que la destruction de logements et d'infrastructures civiles peut constituer un véritable crime de guerre. Regardez le peuple palestinien. Au moins une trêve pour le peuple, une trêve pour que les gens puissent vivre en sécurité. Les enfants sont partis, les personnes âgées sont parties, les jeunes sont partis. Où devrions-nous aller? Plus de pierres et les maisons ne sont plus notre foyer. Sachez par ailleurs qu'au moins 5 civils libanais, dont 3 enfants, sont tombés en martyrs ce dimanche dans une frappe de drones sionistes visant la ville de Bint Jbeil dans le sud du pays. C'est ce qu'a annoncé le ministère libanais de la Santé. La frappe a visé une moto selon l'agence nationale d'information ANI.
L'entité sioniste mène régulièrement des attaques contre le Liban, prétendant cibler le Hezbollah malgré un accord de cessez-le-feu qui a mis fin en novembre 2024 à plus d'un an de conflit, dont 2 mois d'effusion de sang et d'assassinats à grande échelle perpétrés par l'entité sioniste. Retour en Algérie où le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres. Lors de cette réunion, le chef de l'État a souligné la nécessité d'efforts concertés et d'une coordination totale entre les membres du gouvernement pour parvenir à une immunité dans tous les secteurs. Il a par ailleurs assuré les membres du gouvernement de l'importance de gagner en crédibilité auprès de l'opinion publique grâce à des solutions renforçant ainsi le front intérieur. Nous le disions en titre, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, est arrivé ce dimanche dans les camps de réfugiés sahraouis. Il s'agit de la 5e visite de ce genre pour l'envoyé spécial pour discuter de l'état et des perspectives du processus de paix au Sahara occidental mené sous l'égide des Nations Unies. À noter que le gouvernement sahraoui avait récemment indiqué dans un communiqué que la prochaine session du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental offrait une occasion précieuse de réaffirmer le mandat principal de la MINURSO tel que défini par le Conseil de sécurité en 1991. Il a également souligné que ce rendez-vous constituait une occasion pour réaffirmer le principe fondamental sur lequel doit se fonder une solution pacifique, juste et durable, à savoir l'exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux objectifs et principes de la Charte des Nations Unies et de ses résolutions pertinentes. Et face à des décennies d'oppression, le Parti national RIFIN franchit une étape décisive en portant sa cause sur la scène diplomatique internationale. À l'occasion de son 3e congrès à Bruxelles, il engage la lutte vers l'internationalisation en renforçant ainsi la quête d'indépendance et de souveraineté de la République du Rif, soutenue désormais par un large réseau de défenseurs et d'alliés à travers le monde. Maria Chouyer pour les détails. De la protestation à la diplomatie internationale, une nouvelle étape pour l'indépendance s'ouvre pour le Rif et son parti lors de son 3e congrès tenu samedi soir à Bruxelles. La cause rifaine s'installe désormais au cœur des débats diplomatiques mondiaux. L'heure est à l'internationalisation, à l'élargissement des soutiens afin d'appuyer fermement la quête légitime de la République du Rif pour sa liberté et sa souveraineté. Aujourd'hui, la cause rifaine avance avec confiance vers la liberté et l'indépendance grâce au Parti national rifin. Notre lutte ne se limite plus au Rif ou à l'Europe, elle devient plus large. On porte maintenant la cause à l'international et on s'ouvre aux partis, organisations et acteurs politiques. Une étape cruciale, unanimement saluée par les observateurs qui consolide la cause rifaine tant sur le plan politique que juridique. Ce processus engage la cause au sein de son environnement continental, réhabilitant ainsi une république indépendante qui continue de souffrir sous l'oppression du colonialisme marocain. Aujourd'hui, l'Afrique a enfin tendu les bras au Rif. De nombreux ambassadeurs africains sont venus écouter notre peuple. Des défenseurs des droits humains ont confirmé que le Rif exerçait son droit à l'autodétermination en 1921. Ils ont aussi déclaré que l'annexion du Rif par le Maroc est illégale. Le 3e congrès s'est distingué par la présence remarquable de nombreuses figures diplomatiques et juridiques originaires du Rif, ainsi que de sympathisants venus du monde entier, convaincus du droit fondamental du peuple rifin à retrouver son indépendance et à décider librement de son avenir. Je suis ici aujourd'hui avec le Parti national rifin. Je suis venu d'Espagne pour exprimer mon soutien et ma solidarité avec les prisonniers politiques rifins et aussi pour affirmer la légitimité de leurs revendications, qu'elles soient de nature sociale, économique ou politique.
سواء ذات الطابع الاجتماعي وكذلك الاقتصادي بالإضافة كذلك للمطالب السياسية. C'était une rencontre très fructueuse. Les participants en sont sortis mieux informés. De nouvelles personnes ont découvert la cause Rifaine, son importance et la légitimité à être reconnue comme une cause internationale pour que le peuple rifin retrouve sa souveraineté sur ses terres. Aujourd'hui, la cause rifaine entre dans une nouvelle phase, plus forte et plus déterminée que jamais. Après plus d'un siècle de lutte, l'espoir grandit chez les habitants de la République du Rif, qui aspirent à vivre au sein d'un État souverain et indépendant. Et c'était jour de vote ce dimanche en Guinée pour une nouvelle constitution, une étape cruciale dans la transition du pays après le changement anticonstitutionnel de 2021 qui a porté Mamadi Doumbouya au pouvoir. La nouvelle constitution, si elle est approuvée, prolongerait les mandats présidentiels, créerait un Sénat et pourrait potentiellement façonner une nouvelle politique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le référendum intervient dans un contexte de tensions politiques et de boycott partiel de l'opposition. Et ce vote-là, l'importance, c'est l'avenir du peuple guinéen. Tous ceux qui aiment ce peuple guinéen doivent accepter d'obéir à la loi. Et qui parle de loi, parle de chef. Le chef, c'est qui? C'est nous tous. Aujourd'hui, il y a une ethnie, mais moi, je ne compte pas l'ethnie. On est tous guinéens. Acceptons de se donner la main dans la main pour voter dans la tranquillité, dans la transparence. L'assesseur qui est là, dès qu'une personne se présente avec sa carte, il regarde d'abord la carte. Si, est-ce que la personne là doit voter dans ce bureau ou doit aller ailleurs? Donc l'assesseur numéro 1, il est là à guider les personnes aux bons endroits. Donc jusqu'ici, nous, on n'a pas encore reçu de cas pareils, de cas difficiles, en tout cas qui nous mènent ici à un problème ou à quoi que ce soit. Tout autre chose à présent, le ministère russe de la Défense a annoncé que ses forces ont mené une offensive massive de nuit contre le complexe militaro-industriel ukrainien utilisant des armes de précision à longue portée et des drones de combat lancés depuis les airs et le sol. Le ministère a également affirmé que toutes les cibles visées avaient été touchées. Selon le haut commandement militaire russe, les installations ukrainiennes attaquées auraient été impliquées dans le développement et la production d'une gamme de technologies militaires, notamment le système de missiles tactiques Sapsan, de drones d'attaque ou encore de reconnaissance polyvalents, des drones intercepteurs, des équipements de combat robotisés et des munitions. Le ministère estonien des Affaires étrangères a annoncé ce dimanche qu'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies se tiendrait à sa demande ce lundi suite à une présumée incursion de 3 avions russes dans son espace aérien. Il s'agit de la première fois en 34 ans d'adhésion de l'Estonie aux Nations Unies que ce pays, donc membre de l'UE et de l'OTAN et ferme soutien de l'Ukraine, demande officiellement une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Le Premier ministre estonien a annoncé vendredi que son pays allait demander à l'OTAN d'activer l'article 4 du traité atlantique qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace sur l'un de ses membres. Au Royaume-Uni, le vice-premier ministre britannique David Lammy a déclaré ce dimanche que l'OTAN pourrait faire face à Poutine si la Russie violait son espace aérien. Dans une interview accordée à la chaîne britannique Sky News, Lammy est revenu sur la présumée violation par la Russie des espaces aériens de la Pologne et de l'Estonie, annonçant que l'Alliance atlantique avait les moyens de se défendre et de défendre tous les États membres et de faire face à Vladimir Poutine. Regardez. Well, it's definitely the case that he has imperialist ambitions. Il est indéniable que Poutine nourrit des ambitions impérialistes. Nous le constatons sur le terrain en Ukraine. Et si vous êtes dans les pays baltes, vous constaterez qu'ils sont très sensibles aux ambitions de Poutine. Cela ne fait aucun doute. Mais il est également vrai qu'avec 27 pays, nous pouvons bien sûr faire face à Poutine. Il le sait et je tiens à vous rassurer, même si nous prenons cela au sérieux, il comprend qu'il s'agirait d'une tentative très sérieuse. Whilst we take this seriously, he understands that he would be up against a very, very serious enemy. Et puis de son côté, le président américain Donald Trump a averti les talibans de choses graves en cas de non-restitution de la base aérienne de Bagram, une base que les Américains ont quittée en 2021
Le gouvernement taliban a fermement rejeté la proposition du président américain Abdullah Fitrat. Le porte-parole adjoint des talibans a rejeté les affirmations de Donald Trump. Il a également exhorté les États-Unis à adopter une politique de réalisme et de rationalité. Conformément aux principes islamiques et fondés sur une politique étrangère équilibrée et axée sur l'économie, l'Émirat islamique d'Afghanistan aspire à des relations constructives avec tous les États sur la base d'intérêts mutuels et partagés. Il a été constamment rappelé aux États-Unis lors de toutes les négociations bilatérales que pour l'Émirat islamique, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Afghanistan sont de la plus haute importance. Il convient de rappeler que dans le cadre de l'accord de Doha, les États-Unis se sont engagés à ne pas recourir à la force ni à menacer de recourir à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de l'Afghanistan, ni à intervenir dans ses affaires intérieures. Il est donc essentiel qu'ils restent fidèles à leurs engagements. Par conséquent, il est une fois de plus souligné qu'au lieu de répéter les échecs du passé, il convient d'adopter une politique de réalisme et de rationalité. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Très bonne soirée.